Aujourd'hui, on a le grand honneur de recevoir comme conférencier un rêveur. Donc, un individu dont l'ADN familial est associé à l'entrepreneuriat, mais aussi à l'implication sociale. Puis il va bien nous le démontrer aujourd'hui, qu'être entrepreneur, c'est pas seulement que réussir en affaires, c'est aussi vouloir changer les choses. C'est donner un sens à l'action puis à l'engagement humain. Donc, c'est, je crois, ce qui va bien décrire notre conférencier d'aujourd'hui. Et puis, je vous demande d'accueillir très chaleureusement François-Charles Sirois. Merci. Alors, bonjour, bien content, écoute, une belle présence, il y a beaucoup de gens ici, c'est super. Je vais y aller avec un petit format questions, vu que quand on s'est rencontrés, on a des questions, je dis bon, je vais me faire un petit Q&A à moi-même. Puis je vais commencer avec une question qui me fait rire un peu parce que je l'entends des fois de certains entrepreneurs qui veulent devenir entrepreneurs en disant « Combien de temps doit-on attendre avant de chercher une vraie job? » Et cette question-là, je l'aime parce que Éric Boyko, qui est un de mes partenaires dans Stingray, sa mère lui a toujours posé la question « Quand est-ce qu'il va trouver une vraie job? » Parce qu'elle ne comprenait pas qu'entrepreneur, c'est une vraie job. Et pour répondre à la question, je vais y aller vite avec une petite histoire personnelle. J'ai un ami, Chris Arsenault, que plusieurs d'entre vous connaissez, qui a le fonds Innovia. Et Chris a décidé l'an passé de faire une retraite personnelle avec sa femme, 10 jours de méditation sans parler. J'ai dit, Chris, 10 jours sans parler. Puis là, sans parler, mais tu n'as pas le droit de regarder ta femme non plus pendant 10 jours parce qu'on peut parler avec les yeux. J'ai dit, Chris, ça a dû être les pires 10 jours de ta vie. Il dit non, il dit, écoute, c'est incroyable. Il dit, après 10 jours, tu es rendu tellement centré sur toi-même, ton mental est tellement fort. Il dit, écoute, tu peux faire des choses incroyables. Il dit, une des choses que je réussis à faire maintenant quand je m'entraîne, je fais la plank pendant 10 minutes. Je ne sais pas si vous connaissez la plank ou non. Pour être certain, j'ai une petite photo pour vous. Ça, c'est la plank. J'aurais pu prendre une pire photo, mais je me suis dit, tant qu'en choisir une, je vais prendre une belle plank. Alors, je dis, Chris, 10 minutes de plank. C'est comme ça, tu ne bouges pas pendant 10 minutes. Il dit, 10 minutes. Fait que je reviens, je demande à mon entraîneur, je dis, écoute, toi, tu as vu combien de temps? Il dit, écoute, moi, j'ai vu 5 minutes 45. 5 minutes 45, je pars le timer. Fait que je m'installe. 2 minutes, écoute, je commence à shaker. 3 minutes, les joues. 4 minutes, la bave. 5 minutes, je ne vois plus rien, mais à 5 minutes, je me dis, écoute, je peux physiquement pas continuer, mais Chris a dit qu'il faisait à plein 10 minutes, il y a une petite bedaine. Je dis, c'est pas vrai que je vais arrêter à 5. Je sais pas, j'arrive à 10 minutes, j'ai fait de la plank 10 minutes. Je dis, ah, ben ouais, 10 minutes. Fait que je dis ça à mes amis, 10 minutes. Voyons, François, 10 minutes de plank, ça n'a pas de bon sens. Fait que je m'en vais à Vegas avec eux au CES le mois passé. Et ils ne me croient pas, fait qu'au gym, anyway, je repars, puis là, je recommence, c'est quelqu'un de yoga à côté. Pendant que ça faisait 7 minutes que je faisais la plank, il vient s'installer, faire la plank à côté de moi. Je dis, ben là, tabarouette, c'est pas vrai, je vais arrêter, je vais attendre qu'il ait fini, que son tapis soit installé avant d'arrêter. 12 minutes. Là, 12 minutes de plank, là, les gars ne reviennent pas. Fait que je reviens à la maison, puis ma fille est dans l'équipe de ski, donc elle fait ses compétitions de ski, puis ça va pas bien. Fait que je dis, Maxime, inquiète-toi pas, Maxime, je dis, tout est dans la tête, tu te concentres, ça va aller mieux à la prochaine compétition. Elle dit, c'est facile à dire, tout est dans la tête. Je dis, ben, écoute, moi, je faisais la plank le mois passé 2 minutes, maintenant, je fais 12 minutes. Elle dit, papa, je veux voir ta plank. Pas trop. Fait que je m'installe, je pars. 10 minutes, 10 minutes et demie, 11 minutes. À 11 minutes et demie, elle dit, papa, tout est dans la tête. Je dis, oui, tout est dans la tête. Ben, elle dit, fais 15 minutes. Fait que là, elle a 11 ans. Fait que, bon, je vais lui montrer que, tu sais. Fait que là, je fais 15 minutes. À 15 minutes, elle dit, tout est dans la tête, 2 minutes de plus. Je fais 17 minutes. À 17, elle dit, fais 20. Je dis, là, Maxime, c'est assez, là. Je dis, écoute, là, 17 minutes. Non, je me dis 17 minutes de plank, ça n'a pas de bon sens. Je vais rappeler Chris pour lui dire que je suis rendu à 17 minutes, que vraiment, il a raison, tout est mental. Fait que je rappelle Chris, je dis, Chris, avec ton 10 minutes de plank, j'en fais 17. Il dit, qu'est-ce que c'est, François-Charles, 10 minutes? Il dit, je t'ai pas dit 10 minutes, j'ai dit 5 minutes. Le message à travers ça est très simple. C'est qu'honnêtement, si tout est dans la tête, et être entrepreneur, tout est dans la tête aussi. Si on veut vraiment, on peut, puis c'est pas une question de dire quand est-ce qu'on arrête. On n'arrête pas. T'sais. Pour être entrepreneur, il ne faut jamais lâcher. Tout le monde va vous dire pourquoi on devrait lâcher, il ne faut jamais lâcher. La perception de risque aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent beaucoup de risques. La perception du risque, c'est comment on peut le percevoir nous-mêmes et non pas qu'est-ce qu'on se fait dire par les autres. Donc, je vais laisser ça comme petite intro. Ma deuxième question, c'est la troisième génération prend-elle trop de risques? Parce que tout le monde dit à la troisième génération, ouh, il y a des risques. En réalité, les statistiques sont qu'il
il y a 12 de chances que je complète la troisième génération complète et que mes enfants ou mes petites cousines, tout ça, puissent passer à la quatrième génération, c'est 3 de chance. Alors, bon, ça m'a donné un petit défi. Je me dis, bon, 12 je vais être capable, mais le vrai défi, ce n'est pas le 12 c'est de s'assurer que mes enfants passent au travers et la passent à la prochaine. Donc, ça, c'est 3 de chance. Juste pour répondre à la question, je me suis dit, bon, comment mon grand-père, lui, prenait des risques? Et il a créé l'entreprise Cetelco en 1972. C'est un centre d'appel. J'ai mis la photo aussi qu'on voit un peu. Là, à l'époque, il n'y avait pas de répondeur. Donc, si vous appelez à l'entreprise, s'il n'y a personne qui prend les messages, ça allait au switchboard, puis il y avait quelqu'un manuellement qui prenait votre message. Quand les systèmes des télécoms sont arrivés, mon grand-père a dit « c'est sûr que ça prend ça » et il a acheté le plus gros réseau télécom par capita mondialement, parce que c'était à Chicoutimi, et les CAPEX étaient assez élevés pour réussir à le faire. Et le risque qu'il a dû prendre devait être de 5 fois la taille de la vraie valeur de l'entreprise qu'il avait. Donc, il a risqué au moins 5 fois la business qu'il avait initialement pour acheter un réseau télécom, qui devait être assez poigné dans le temps pour passer ça à mon père en 78-80, que mon père est parti, puis il a fait 25 acquisitions de fil. Donc, je me suis posé la question, quelle sorte de risque mon père a pris? J'ai regardé, et en moyenne, mon père gageait 2 à 3 fois la valeur de ses actifs en tout temps. Il a acheté 25 compagnies en 1 an, dont une dans un bar en 2 heures. Ouais. Ça, je le répète souvent, je me dis, je me vois vraiment rentrer au Cavalier et acheter une business à soir, je vais être hot, ça va bien aller. Et honnêtement, ça sera un désastre. Donc, juste pour vous rassurer, les risques que j'ai pris à date chez Télésystème sont environ, ils n'ont jamais été plus que 10 et je dirais moins que 10 de l'actif total. Donc, c'est du 10 pour 1 comparé, ou même plus que ça, comparé à mon grand-père et à mon père. Mais c'est une question de risque qui est importante parce que je pense que chacun qui a une entreprise, c'est très important de savoir c'est quoi ta marge de manœuvre. Et mon CFO était très content de me rappeler que l'entreprise familiale n'était pas vraiment, tu sais, je devais à ma famille de m'assurer que le rendement soit là et que les risques que je prenais, je devais penser à toute la famille, tout le monde qui est impliqué. Alors, à chaque fois que je rentre au bureau, je pense à tout le monde. Je me dis, bon, quel risque je vais prendre aujourd'hui? Ce qui est différent, évidemment, quand tu es un entrepreneur, au moins pense à tes affaires puis go for it. Tu sais. Fait que, alors, puisqu'on parle de l'entreprise familiale, je me dis comment j'ai vécu la transition de l'entreprise. Alors, je me suis vraiment posé la question, comment j'ai vraiment vécu ça? J'ai dit, une image vaut 1000 mots, donc c'est un peu comme ça que j'ai vécu ça. Pourquoi? Moi, je suis né en 1975, mon père avait 21 ans. Et mon père, en 1975, je suis né au mois de mai, donc au mois d'août, mon père a regardé un reportage et il était prouvé que si tu prends un bébé et tu le lances dans une piscine, si en bas de 3 mois, il devrait remonter tout seul puis il ne devrait pas se noyer parce que, bon, évidemment, les bébés naissant dans le ventre de la mère avec l'eau, tu es correct, tu ne te noies pas. Donc, mon père a commencé à avoir du jugement à 22 ans et non pas à 21 ans. Il m'a pris puis il m'a sacré dans la piscine. Puis quand j'étais étouffé, il me donnait une claque dans l'eau puis il me remettait dans l'eau. Donc ça, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu à 3 mois. Mais quand j'y repensais, je me suis dit, bon, comment est-ce que c'était quand je me suis réimpliqué pour la transition d'entreprise? Je me sens un peu comme ça aussi. Pourquoi? Parce que mon père a toujours la notion de dire, go for it, fais tes erreurs, puis bon, si tu fais des erreurs, c'est comme ça que tu apprends. Puis honnêtement, j'en ai fait beaucoup d'erreurs. Mais je me suis senti aussi que des fois, je trouve que c'était peut-être des erreurs qui n'étaient pas nécessaires, qui auraient pu dire, écoute, François-Charles, ça n'a pas de bon sens tes affaires, je comprends tes points, parce que des fois, ça n'a pas de bon sens ce que je dis, ou les décisions que je veux prendre. Mais au lieu de me dire, regarde, ça n'a pas de bon sens, on va faire ça, il disait, ben ça n'a pas de bon sens, mais regarde, si tu penses que ça a du bon sens, fais-le. Puis au mois de ligne, je me disais, bon, ça n'avait peut-être pas de bon sens par après. Mais ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai eu beaucoup d'expérience de cette façon-là, donc c'est excellent pour l'expérience. Mais évidemment, ça a un certain coût. Chose que je ne recommanderais pas. Si vous faites une transition d'entreprise, éventuellement, je vous dirais essayez d'écouter un peu plus ou essayer de prendre des risques plus mesurés que ce que j'ai pu vivre. Alors, la plus grosse question que j'ai eue, puis la plus grosse adaptation que j'ai eue, c'est vraiment entrepreneur ou propriétaire. Et évidemment, quand tu es entrepreneur, tu es par défaut propriétaire, mais ce n'est pas parce que tu es propriétaire que tu dois être entrepreneur. Donc, ça va d'un bord, mais pas de l'autre. Et pour les transitions d'entreprise, c'est clé. Un petit tableau ici, là, quand je vous parlais, Cetelco, mon grand-père, mon père, les acquisitions, Microcell, Téléglobe, tout ça. Moi, j'ai été entrepreneur pratiquement de 96 à 97. J'ai gradué au HEC en 97.
Je me suis impliqué chez Téléglobe, j'ai parti ma propre filiale, donc j'avais ma propre compagnie Up2, puis j'ai gradué beaucoup dans le domaine du web hosting, dans les applications mobiles. Et quand j'ai décidé de me joindre ici, quand on a vendu tout ce qui était en télécom chez Télésystème, je me suis joint à Télésystème et premier gros défi que j'ai eu, c'est bon, comment est-ce que je passe d'un entrepreneur à maintenant un propriétaire? Et ça a l'air simple à dire comme ça, tout le monde veut être propriétaire, c'est sûr, là, mais c'est pas si simple parce qu'évidemment, tu as une influence au conseil d'administration, tu as l'influence auprès de l'entrepreneur, le CEO, les opérateurs dans le business, mais il ne faut pas que tu remplaces leur job. Donc, tu ne peux plus être entrepreneur. Il faut que tu restes entrepreneur, mais tu ne peux plus être autant impliqué dans les opérations. Alors, ce rôle-là du propriétaire que mon père m'a si bien défini en 4 fonctions, qui étaient il faut que la vision soit toujours en ligne, donc peu importe ce que tu veux aller, il faut que l'entreprise aille dans la bonne direction. Ça, c'était la première chose qui était clé. La deuxième, c'est peu importe la direction que tu as choisie, est-ce que tu as le bon management pour aller dans cette direction-là? Ça, c'était le deuxième point qui était clé. Le troisième, le risque que l'entreprise prend est toujours propre au propriétaire et non pas au management de l'entreprise. Donc, combien de risques, combien de dettes, qui on n'achète pas, tous ces risques-là nous reviennent. Et la gouvernance, les conseils d'administration, comment est-ce qu'on s'assure que tout est bien gouverné et que les bons processus sont mis en place, c'est la responsabilité du propriétaire. Quand je me suis joint ici chez Télésystème, on avait environ, avec nos fonds d'investissement et les placements directs, je n'ai pas mis toutes les compagnies parce que ça aurait été une pizza, mais on avait au moins 40 compagnies actives en 2006. Et on avait 2 autres fonds qu'on a créés, qu'on a rajoutés. Donc, on est monté, on en sortait, mais on en rentrait, mais on avait une quarantaine de compagnies. Et je dois vous dire que de 2006 à même aujourd'hui, mais surtout quand j'ai pris la décision en 2009-2010 d'arrêter les fonds VC, parce que c'était très difficile. Dans le capital de risque, quand tu finances 15 entreprises, il y en a 1 sur 15 qui va être un très gros succès. On dit souvent 1 sur 10, moi je dirais plus c'est un très gros succès, c'est 1 sur 15. Il y en a 2-3 qui vont être corrects, un bon succès, puis le reste, tu vas avoir 10 à 12 write-off. Tu ne perdras peut-être pas tout, mais tu vas en perdre pas mal. Puis évidemment, pour retirer ton argent, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Alors, et la problématique du capital de risque, c'est que ce sont tous des entreprises qui perdent de l'argent, évidemment. Donc, tous les semaines, il fallait signer des chèques pour les payrolls. La journée qu'on ne signe pas de chèque, il faut laisser aller les employés, puis tu perds tout ce que tu as fait, toute la technologie, toute l'innovation, tout est perdu. Et c'est un stress que tu as de faire ça. À toutes les semaines, j'avais des piles, puis je me dis, bon, on approuve ça, on approuve ça. Et ça nous a amené à prendre la décision en 2009 de dire, écoutez, on va arrêter le capital de risque, puis on va passer vraiment au capital de croissance et d'investir des plus grosses sommes dans les entreprises qui sont plus évoluées, qui ont plus de taille, pour s'assurer que, surtout en technologie d'ailleurs, qu'ils puissent rester au Canada plutôt qu'être vendus aux États-Unis et qu'on puisse faire des consolidateurs, donc les groupes qui vont acheter des compagnies à l'étranger plutôt que de se faire acheter. Donc ça, c'est mon petit parcours. Je vais vous parler tantôt de Stingray et d'OnMobile. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que toutes les entreprises qu'on a aujourd'hui, c'est toutes des entreprises qu'on a créées ou qu'on est impliqué dès la création. Alors, bon, si je devais repartir à zéro, je me suis posé la question, est-ce que j'ai vraiment le choix, puis qu'est-ce que je pourrais faire si je repartais à zéro? J'ai dit, that's it, je deviens superstar. Quand je me lève le matin, j'ai la même coupe de cheveux, j'ai dit, that's it, il faut que je fasse ça. Mais non, honnêtement, évidemment, vous savez que je blague, je vais rester en entreprise. Mais c'est parce que je trouvais que ma slide était un peu drabe, j'ai dit, il faut que j'en mette une un peu plus punchy entre les deux. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, des entrepreneurs, me disent, bon, écoute, là, j'ai quelque chose, je veux me trouver quelque chose, comment je fais pour partir à zéro? Puis moi, je le dis, là, si on part à zéro, la misère est optionnelle dans la vie. Là, et je sais qu'on est à l'ETS, puis je sais qu'on adore l'innovation, on a financé l'innovation dans tous les côtés. Moi, si je commence une business demain matin, je ne commence pas avec l'innovation, je commence avec le scale. Puis là, c'est vraiment facile à dire, bon, le scale, voyons, ça n'a pas de bon sens, comment tu ne peux pas commencer journée 1 avec du scale? Pour moi, le scale, c'est de la masse. Tu as déjà une business qui a déjà un marché ou que financièrement, tu génères déjà des profits ou que tu as déjà un gros contrat. Fait que si tu pars à zéro, c'est soit tu signes un gros contrat avec quelqu'un, soit tu prends l'entreprise qui a du chiffre d'affaires puis que les gens ne croient pas à la business, puis ça, il y en a énormément, surtout pour toutes les relèves d'entreprises, les entreprises qui n'ont pas de relève, ou une entreprise qui a vraiment un actif clé. Pour moi, c'est l'ingrédient de base. Puis quand je regardais dans Télésystème, dans tous les succès qu'on a eus, ceux qui ont été les plus gros, c'est ceux qu'on partait avec un actif. Même dans Télécom, quand on partait avec juste la licence Télécom, on passait beaucoup de temps pour obtenir la licence, mais une fois qu'on l'avait, on avait un actif. Je pense que c'est très important de commencer avec un actif qui vaut déjà quelque chose.
Et la majorité du temps, ces actifs-là n'ont pas la bonne innovation. L'innovation, ça impacte tout le monde. Moi, quand je regarde même le domaine du taxi avec Uber, je trouve ça fascinant de voir une business de Californie qui impacte des taxis à Montréal et partout dans le monde. Donc, l'innovation touche toutes les entreprises, mais il y a énormément d'entreprises qui ont beaucoup de taille, qui sont valorisées à des petites valorisations parce que tout le monde a décidé qu'elle était morte l'entreprise, puis dans 2-3 ans, elle va mourir. Mais peut-être que dans 2-3 ans, elle va mourir, mais aujourd'hui, elle fait un chiffre d'affaires, aujourd'hui, elle fait des profits. Puis ce profit-là, probablement, avec très peu de capital, on peut l'acheter. Et moi, c'est là où j'ai le plus de passion à dire comment on prend cette entreprise-là et on y rentre la bonne innovation, le bon levier. Puis une fois qu'on a ce levier-là, là, on peut faire des acquisitions. Puis pour moi, les acquisitions, c'est la croissance rapide. Tu achètes une entreprise qui existe depuis 20 ans ou 10 ans, tu viens d'acheter 10 ans de travail. Et c'est vraiment comment je vois ça. Mais il ne faut pas que tu mélanges tes acquisitions. Si tu n'as pas de plateforme d'innovation, c'est très difficile de faire des acquisitions parce que tes opérations s'ajoutent. Alors, si tu as des opérations traditionnelles, puis que tu as 1000 employés, puis que si tu veux doubler ton chiffre d'affaires, ça te prend 2000 employés, mais quand tu achètes quelqu'un d'autre, tu viens augmenter ton nombre d'employés, puis bon, à moins que tu sois très bien à gérer, puis au moins si tu as des systèmes de gestion des employés, ça compte comme plateforme, mais ça te prend ce levier-là. Moi, je regarde à l'international, donc c'est pour ça que les marchés, quand je parle de la scale aussi de marché, c'est vraiment tout ce qui peut être international. C'est comment, avec la même plateforme basée à Montréal, tu peux opérer un marché international et là, faire des acquisitions internationales en ramenant ces opérations-là sur cette même plateforme-là. Et c'est là qu'il y a le plus de création de valeur. Et je vais vous donner une petite analogie sur les acquisitions parce qu'il y a beaucoup de cas que j'entends d'acquisition d'entreprises où les gens disent « Ah, c'est un désastre, on a acheté une business, on est parti, ça a mal été ». Et moi, l'analogie que j'ai pour les acquisitions, c'est un peu comme quand on jongle. Si tu as juste ta balle à jongler, bien, tu as une balle à jongler, c'est dur à échapper une balle. Dès que tu en as deux, dès que tu viens de faire la deuxième acquisition, par défaut, tu es moins bon sur ta première balle parce que là, tu en as deux à regarder, puis tu es moins bon sur l'autre parce que celui qui a vendu était probablement meilleur que toi. Fait que là, tu as 2 balles à jongler. Puis quand tu passes à 3 balles, 4 balles, c'est là que tu finis par échapper parce que tu te ramasses avec toutes des opérations différentes, puis tu n'as pas consolidé. Alors moi, vraiment, l'analogie que vous ayez en tête là-dessus, c'est votre balle. Quand vous achetez quelque chose, le plus vite que vous devez faire, c'est grossir votre balle. La première balle, vous en achetez une deuxième, vous ne jonglez pas les 2 balles, vous jonglez une balle, il faut que la première balle elle grossisse. Puis après 25 acquisitions, si tu es rendu avec un gros ballon gros de même, tu vas peut-être trouver ça lourd, mais même un bébé pourrait le lancer et l'attraper. Mais vraiment, dans les opérations, moi, c'est comme ça que je vois. Donc, à chaque fois qu'on regarde pour dire on va acheter une entreprise, je regarde, bon, c'est qu'est-ce que ça fait à mes opérations, puis qu'est-ce que je ne ferais pas de moins, puis comment je peux l'intégrer et grossir ma balle. Bon, on peut-tu... Trop de fun nuit-il au succès? Moi, je crois beaucoup à avoir du fun, honnêtement. Puis je pense que les meilleurs ADN d'entreprise, c'est quand tu as le fun dans ton ADN d'entreprise. Par contre, là, ici, on a 3 pilotes de Formule 1, ils sont 3 excellents, les 3 boivent du champagne. J'adore boire le champagne. Si les gars prennent du champagne avant la course, ils ne seront pas sur le podium. Puis la raison pourquoi je vous dis ça, c'est quand on a créé Stingray, avant même de créer Stingray, pour ceux qui ne connaissent pas Stingray, c'est la musique qu'on a sur la télé, les chaînes musicales, on a le Karaoke Channel, on a les concerts, on est rendu dans 113 pays, 120 millions d'abonnés. Il y en a 10 millions au Canada, donc on est 12 fois plus gros à l'international qu'au Canada. Mais quand on a créé la première acquisition qu'on a faite, on a créé Stingray sur justement un ADN de on va avoir du fun. On a fait le closing dinner avant le closing. Alors, la veille du closing, on était tellement certains de closer qu'on a dit, on va faire le party, toute l'équipe ensemble, on fait le party jusqu'à 3h30 du matin. Un beau party qui ressemblait à ça. Le lendemain matin, 9h30, quand on est rentré, le CFO n'était pas là. Bon, il faut closer, pas de CFO, ça va bien mal closer une business. C'était pas notre CFO, c'était le CFO de la business qu'on achetait. À 10h, on a reçu un appel de la police, il était en prison. Il avait décidé de continuer le party jusqu'à 4h du matin, 4h30, puis bon, évidemment, il est parti avec son auto, s'est fait arrêter, il est en prison, il faut le chercher. Fait que moi, je vous recommande la prochaine fois, puis depuis ce temps-là, les closing dinners de Stingray, on les fait après, pas avant, pour s'assurer qu'on close le business, puis après, on fait un party. Mais le party est important, puis vraiment, je pense, dans l'ADN de Stingray, on a vraiment fun en haut de la liste. Le deuxième, c'est entrepreneurial. Entrepreneurship, ça veut dire bouger vite, faire les deals. Cette même journée-là, on avait décidé qu'on closait ce business-là. Alors, on fait la liste de toutes les signatures qu'on a à faire, puis on se rend compte que celui qui vend la business est divorcé de sa femme, mais sa femme doit signer papier, puis là, bon, sa femme n'est pas disponible. On dit, écoute, là, on close aujourd'hui. C'est pas une question de dire on close dans 2 jours. Là, on close aujourd'hui. Va chercher la signature de sa femme, de ta femme. Il part en Jaguar, il revient en taxi. Sa femme a dit, tu veux que je signe aujourd'hui, je garde la Jaguar. Fait que, mais bougez vite, c'est clé.
La troisième chose dans l'ADN de Stingray qu'on s'est dit qui est important, c'est qu'on voulait faire une grosse compagnie et qu'on voulait faire des acquisitions. Donc, nous, l'ADN d'acquisition était déjà là, donc on faisait déjà une acquisition. On achetait le plus gros catalogue de karaoke en Amérique, même de toutes les chansons américaines, et le business existait depuis 20 ans. Un catalogue qui... Ça coûte à peu près 1 500 $ par chanson leur faire. Il y avait 16 000 chansons, donc à peu près estimé à 25 millions de dollars. Il y avait une dette de 3 millions. Donc, on a acheté, la business est en faillite, on l'a acheté pour 3 millions de dollars. Un actif qui valait 25, que 6 mois après, quand on a revalisé pour la deuxième acquisition, revalisé l'entreprise, qu'on l'a valorisé à 25 millions. Donc, on a créé assez de valeur en 6 mois, et ce qui nous a permis justement de continuer sur une bonne lancée pour les acquisitions. Donc, vraiment, l'aspect acquisition est dans l'ADN de Stingray, mais l'aspect d'acheter un actif aussi. Quand je vous dis, il y a bien des actifs, personne ne voulait un catalogue de karaoke à l'époque. On l'a acheté quand même. La deuxième chose qu'on a eue en bonus, puis moi, c'était vraiment un bonus, parce que nous, on dit on va être les plus gros en karaoke sur Internet. En bonus, il y avait un deal avec Comcast, qui est le câble distributeur aux États-Unis, pour le Karaoke Channel sur la télé. Mais ironiquement, c'est à cause de ce deal-là que les gens de Galaxy nous ont appelés. Ils ont dit écoute, on aimerait ça avoir le Karaoke Channel pour Bell, Vidéotron, Rogers. Puis on a dit écoute, on aimerait ça acheter Galaxy. Puis c'est comme ça qu'on a pu financer l'acquisition de Galaxy en prenant notre catalogue qu'on venait d'acheter 3 millions et le valorisant à 25. Alors, c'est la ligne de comment on est parti avoir du fun, parce qu'évidemment, quand tu fais de l'argent, tu as du fun aussi. Donc, tu bois le plus de champagne, puis la roue tourne. Mais depuis ce temps-là, on a fait 25 acquisitions sur la même plateforme, tout intégré avec l'innovation qu'on a réussi à centraliser sur toute la même plateforme. Alors, l'expérience Stingray était honnêtement assez bénéfique, mais faites le party au bon temps. L'Inde, je dis le nouveau Silicon Valley parce que tout le monde me parle de l'Inde, tout le monde me dit, écoute, à quel point il y a tellement de gens en technologie incroyables, les startups, ça boom de partout. Donc, je voulais vous montrer une photo qui, selon mon point de vue, décrit très bien l'Inde. On a une entreprise, nous, qui a commencé en Californie, qui s'appelle OnMobile, qu'on a créée en 2000. En 2003, l'entreprise avait 500 000 $ dans le compte de banque, brûlait 500 000 $ par mois. Alors, l'entrepreneur était indien et le premier client était de l'Inde, donc on a dit, on envoie la business en Inde. Et avec le même 500 000 $, l'entreprise est allée publique en 2008 à 650 millions de valeur et est montée à presque 1 milliard de valeur. En 2012, l'entrepreneur, qui était très entreprenant mais pas très opérationnel, avec 44 bureaux dans le monde, 1700 employés, a eu des petites bévues, puis ça a mal été. Donc, il a dû quitter l'entreprise. L'entreprise a planté. Et l'an passé, l'entreprise valait 50 millions. Alors, ça n'allait pas très bien. Et celui qui gérait notre placement pour nous, qui avait très bon monsieur, mais avait 80 quelques années, basé à Boston, allé en Inde pendant les 2 dernières années, ça n'avait juste pas de bon sens. Donc, j'ai dit, regarde, là, il faut que je m'en occupe. Donc, je suis allé en Inde. Et le message que je veux vous passer à travers ça, c'est que OnMobile est une très grosse compagnie quand même, 150 millions de chiffre d'affaires mondial, des millions d'abonnés, des centaines de millions d'abonnés. Alors l'autobus, comme je prends ça, l'autobus, ça s'en va, là. Et il y a à peu près 12 à 14 vice-présidents exécutifs ou très hauts salariés dans OnMobile, là. On a fait une retraite stratégique l'an passé et j'avais vraiment le feeling de ça. C'est que tous les gars se tenaient après l'autobus comme ça, tout du monde intelligent. Là. Et tout le monde réalise que l'autobus est un peu croche, elle va vite, puis c'est pas clair pantoute ce qu'elle va aller. Là. Et après 3 jours d'off-site, je me suis gratté la tête, j'ai dit, moi j'aime beaucoup ça quand on fait des off-sites, puis qu'on est capable de dire, regarde, de façon, on va trouver une solution, c'est quoi? Moi j'aime ça fonctionner avec les top 3, nos top 3 objectifs, et à long terme, la direction long terme, puis qu'est-ce qu'on fait les top 10 de cette année? Moi, je veux les top 10 de cette année, qu'est-ce qu'on va livrer cette année? Et je me suis rendu compte que si je ne disais pas le top 3 puis je ne disais pas le top 10, bien, l'autobus, ça s'en allait là. Alors, on est arrivé à ça. Je suis arrivé et j'ai dit, regarde, ça va être ça le top 3, ça va être ça le top 10. Et surprenamment, j'étais là la semaine passée en Inde, sur le top 10, ils ont livré déjà 8 du top 10. Il en reste 2, puis il reste 2 mois à la fin d'année, c'est le 31 mars. Alors, vraiment, je suis content de voir à quel point les Indiens livrent, mais ce que je veux passer comme message, c'est l'importance, encore une fois, de l'entrepreneur, même au sein des très grosses entreprises, ou même le rôle du propriétaire, d'être capable de dire, regarde, la direction de l'entreprise, c'est vers là, ça s'en va, c'est ça les points clés.
Et c'est incroyable. Onmobile, pour moi, c'est un cas de dire, écoute, il n'y a pas eu de propriétaire pendant 2 à 4 ans. La direction n'était pas bonne. Tout le monde était perdu. C'est tout du monde intelligent. Mais l'importance de l'entrepreneurship, l'importance du propriétaire à donner une direction, de dire on s'en va vers là-bas et les valeurs que ça crée. Alors, juste vous dire, le prix du stock, puis je sais pas, parce que c'est une compagnie publique à Bombay, donc le prix du stock a fait 3 fois depuis le mois d'octobre, juste avec une direction, puis de voir qu'on fait les corrections nécessaires, puis vers où on s'en va. Alors, bon, les meilleures technologies proviennent-elles de l'ETS? Écoute, je pense, il y a une erreur ici. Ça, c'est pas une question, ça, c'est un fait. Mais la vraie question, c'est pas ça. La vraie question, c'est les meilleurs vendeurs proviennent-elles de l'ETS? Puis honnêtement, poser la question, c'est y répondre. Puis pourquoi je dis ça? Puis j'ai pas d'arrière-pensée négative, mais on a une entreprise qui s'appelle CVT Corp, qui vient de l'ETS. L'entrepreneur d'Alain Gérard est venu ici, est parti avec ce concept-là. Ça, c'est la meilleure transmission variable continue au monde. Et c'est pas une joke, là, c'est vraiment ça. Ça fait 10 ans qu'on est impliqué dans CVT. Ça fait 10 ans qu'on est en R&D, où on prouve à tout le monde dans le monde comme quoi que la maudite transmission, c'est la meilleure au monde. Des Case New Holland, tous les gros fabricants de tracteurs, de tout ce qui est matériel lourd, tout le monde dit ça, c'est la meilleure transmission au monde. Le problème qu'on a eu, c'est la commercialisation. Tout le monde veut l'acheter, mais personne ne signe le contrat parce que les contrats sont tellement gros. Donner une ordre d'idée, là, on parle d'un contrat. Le premier contrat qu'on pourrait avoir d'un des joueurs, c'est un contrat à peu près 100 millions par année. Tu sais, ça fait, sur 10 ans, c'est un contrat d'1 milliard. Mais honnêtement, la recette entrepreneuriale ou de business fonctionne toujours de la même façon. Il faut que tu signes un petit contrat pour être capable d'en avoir un plus gros puis de continuer comme ça. C'est très difficile d'arriver et de dire tu vas arriver avec un gros contrat d'1 milliard. Donc, l'aspect vente est clé. Et je pense que la seule erreur qu'on a faite dans CVT à date, ce n'est pas l'ingénierie, c'est vraiment l'aspect commercialisation, d'avoir cru qu'une très grosse compagnie de tracteurs nous passerait une commande pour tous ces tracteurs. J'achète les tracteurs, mais même je ne suis pas une chaîne de tracteurs. Il faut avoir des petits tests. Donc, c'est ce qu'on fait en ce moment. On s'est dit, dans les 2 prochaines années, on va avoir un paquet de petits contrats commerciaux pour démontrer qu'on peut avoir un succès commercial pour être capable de vraiment, par la suite, avoir les gros contrats. Alors, n'oubliez jamais ça, peu importe ce que vous avez comme business, il faut rentrer des ventes. Alors, encore une fois, ça supporte un peu ce que je vous disais avant de commencer avec l'innovation, il faut commencer avec le scale financier. Pour moi, c'est clé. La famille ou l'entreprise familiale. On me demande tout le temps comment je balance ça avec la famille, comment ça va. Donc, encore une fois, j'aime bien l'image de, je ne sais pas si vous avez vu le film de George Clooney, Up in the Air. L'an passé, je me sentais vraiment comme George Clooney. À toutes les semaine et demie, j'étais en voyage, mais malheureusement, l'Inde, c'est pas à côté. Juste en Inde, je suis allé 5 fois l'an passé. Je suis allé 10 fois en Europe, je suis allé 20 fois aux États-Unis. Alors, j'étais tout le temps dans l'avion. Et vu que j'aime ça, tester des nouveaux concepts, je me suis dit, bon, dans la vie, tu ne peux pas juste avoir le business familial, tu as une famille à t'occuper. Alors, j'y vais avec un nouveau concept cette année. J'ai tout coupé mes voyages, de plus que de moitié. Je me suis mis une règle, j'ai droit à un voyage par mois. Donc là, je prends en février un voyage, mars un voyage, avril un voyage. Et ça, c'est pour la business. Puis j'ai décidé, moi j'ai 3 enfants, j'ai dit, je vais faire un voyage avec chacun des enfants, puis ma femme aussi. Donc ça fait 6 voyages pour les 2, mais avec les enfants, chacun 2 voyages. Chaque enfant va avoir 2 voyages. Donc demain matin, je m'en vais au Club Med pendant 4 jours avec mon petit gars, c'est mon Charles qui a eu 10 ans. Alors, j'ai aucune idée ce que ça va donner à la fin de l'année. Parce que malheureusement, quand je décide quelque chose, je le fais. Alors là, j'ai dit, bon, écoute, c'est ça, j'ai un voyage. Fait que là, au mois de mars, quelqu'un m'appelle, puis j'ai déjà fait mon voyage, bien, c'est tout bad, il va falloir s'attendre en avril, mais c'est en avril, j'ai un autre voyage. Je vais essayer de voir à quel point ça marche pour l'année. Puis bon, l'an prochain, je pourrais vous répondre, est-ce qu'on peut vraiment avoir un équilibre travail-famille si on le planifie? À suivre. Ma vision du futur, juste donner un petit wrap-up, parce que j'ai pas beaucoup. J'ai parlé de Télésystème, mais juste, et vers où je vois ça. Donc aujourd'hui, Télésystème était un holding initialement en télécom. On est vraiment en ce moment un holding médias technologie. Je crois beaucoup aux médias, j'adore la musique, j'adore la distribution digitale, je crois aux marchés internationaux. Les marchés comme l'Inde, je vous en parlais tantôt, mais il y a 900 millions d'abonnés cellulaires en Inde qui vont tous avoir un smartphone dans les prochains 3, 4, 5 ans. Ils vont tous consommer de la musique, ils vont tous consommer du vidéo. Donc la production de contenu international, je crois beaucoup. L'Amérique latine, très gros. L'Afrique, très gros. Donc,
ce que j'aime des médias, c'est quand tu as une plateforme centrale, tu peux vraiment l'exploiter mondialement. D'ailleurs, c'est le premier changement que j'ai demandé à OnMobile de faire dans leurs opérations. C'est Stingray était capable de gérer 350 à 400 opérateurs de câbles avec notre plateforme de musique centrale ici à Montréal, avec 200 employés. Et OnMobile avait 70 plateformes pour chacun des clients dans le monde avec 1700 employés. Je dis, regarde, ça prend une plateforme. Donc, en ce moment, ils sont en train de coder pour s'assurer qu'on ait juste une plateforme centrale pour faire des opérations. Évidemment, ça a des impacts sur la réduction du staff, ce qui est bon, pas bon, mais c'est très bon pour les opérations, évidemment. Si tu n'as pas besoin des gens, c'est pas... et la façon dont tu opères, puis le dynamisme. Donc, moi, je crois énormément, une fois que tu as une plateforme centrale au marché des médias, ça va être énorme pour les 5 prochaines années et les 10 prochaines années. Deuxième marché, je crois beaucoup, c'est l'analyse de données. On a 3 entreprises aujourd'hui en Data Analytics. Et l'analyse de données, pour moi, c'est un bordel aujourd'hui, gérer nos informations de données. Ça va l'être encore plus dans 20 ans parce que ça s'en va partout. Tout va avoir un chip, comme vous le savez. Donc, je crois beaucoup à ce marché-là. Donc, c'est pour ça qu'on investit là-dedans. Et l'innovation industrielle, on a 3 entreprises. Mais encore une fois, moi, je bête sur CVT. Je crois que CVT va être une très, très, très grosse compagnie. Alors, c'est vers là où on s'en va. Puis je pense que des transmissions vers continu, il peut en avoir dans tout, un peu partout. Donc, on va espérer d'être le joueur là-dessus. Capital de croissance, on le fait vraiment, moi, je pense, pour aider les compagnies de technologie canadiennes. Donc, ça, c'est plus générique. Mais en termes de marché, moi, c'est vraiment médias, analyse de données et CVT. On a aussi, pas oublié, mais nos vaccins pour les porcs, ce qui est très variable, mais on croit beaucoup à la santé. Quand on a créé Idée Capital en 2005, on voulait avoir un volet social important. Et on a investi dans PrevTech pour supporter le fait qu'on n'aurait pas d'antibiotiques dans la chaîne alimentaire. Et le porc, évidemment, qui avait des antibiotiques, on mange le porc, c'était pas bon. Donc, en ayant notre vaccin, les porcs sont plus en santé, grossissent plus vite et bon, c'est bon. Donc, ça, c'est une chose où on est certifié en ce moment en Europe, au Brésil, et on pousse beaucoup mondialement pour tout ça. Donc, c'est un volet social important. Le volet social a toujours été très, très important pour nous. Donc, à titre d'exemple, on n'investit pas dans les cigarettes, j'investis pas dans les casinos en ligne, j'investis pas... alors, il y a des lignes où pour nous, il ne faut pas croiser. Donc, si on peut avoir, évidemment, une bonne entreprise qui socialement est bénéfique, ben c'est super. Dernier conseil que je veux donner, c'est Winston Churchill qui disait que l'attitude est une petite chose qui fait une très grosse différence. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les entrepreneurs que j'ai vus qui avaient des très gros succès avaient une attitude incroyable. Et une attitude, c'est pour vous encore. Hein, je me le dis, c'est comment vous vous sentez. N'ayez pas peur de votre business, n'ayez pas peur de vous aller, lâchez pas. Puis c'est ça. Merci. Il y a des questions? Au début de votre bonjour à tous. Là. Moi, c'est Jonathan Dubois. Au début de votre conférence, vous avez parlé que les entrepreneurs prenaient des risques, mais que vous, la proportion, c'était 1 pour 10. Est-ce qu'il y a des raisons pour ça ou c'est juste parce... Clairement, il y a une raison pour ça. Moi, écoute, quand on additionne tous ceux qui sont actionnaires chez Télésystème, toute ma famille, tout ça, je suis au-dessus de 40 personnes, mes enfants, les enfants, mes cousines, mes tantes. Alors, bien que, puis la première chose que mon père m'a dit quand je me suis joint chez Télésystème, c'est qu'il fallait que je passe d'un rôle d'entrepreneur à propriétaire. Donc là, aujourd'hui, moi, je ne suis pas entrepreneur. Je peux faire l'entrepreneuriat, mais je suis à la base propriétaire, puis j'ai des responsabilités de propriétaire qui sont envers mes actionnaires de la famille. Alors, il faut toujours pondérer les risques. Là. Moi, là, je vais prendre mon père comme entrepreneur, qui, tant que moi, est un des meilleurs entrepreneurs au Québec ou au Canada. Il a pris des risques ridicules pour se rendre là. Est-ce que tu es obligé de prendre des risques ridicules pour te rendre une place? Ma réponse est non. Même, je te dirais même que tu as intérêt à prendre moins de risques que plus de risques. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre de risques. Pour moi, c'est impossible d'être entrepreneur si tu ne prends pas de risques. Puis la notion du risque est complètement différente. Tu sais, des fois, pas prendre de risques, tu prends plus de risques que de prendre des risques. Mais ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Ils pensent qu'on ne prendra pas de risques. Mais en prenant pas de risques, là, tu vas te faire ramasser. Là. Compagnie de taxi, prends pas de risques, mais prends-le pas, mais dans 2 ans, là, good luck. Là. Fait que... Exact. Merci. Plaisir. Oh, ici. Bonjour, Jean-François Desmarques. J'ai une petite question justement par rapport à l'Inde. C'est un sujet qui me touche un peu par rapport à mes expériences passées. Est-ce que vous avez constaté dans les peut-être 3 dernières années un changement
de mentalité, parce que disons que, bon, on s'inscrit un peu dans une attitude peut-être plus collectiviste, et il y a une façon de travailler qui est un peu différente. Et ce que je me demandais, en fait, si je peux faire une analogie vraiment bête et méchante et simpliste, là, vous avez vu le film 300? Pardon? Le film 300, 300? Oui, oui. Bon, ben des fois, on a un peu l'impression, quand j'ai dealé avec des compagnies aux États-Unis, ou surtout peut-être la Silicon Valley, mais un peu partout aux États-Unis et en Europe, versus des fois des compagnies en Inde qui ont vraiment cette espèce de scale humain, qu'on a l'impression qu'on a une armée de Spartiates versus l'armée de la Perse, là, ou je sais pas quoi, puis que ça donne le résultat qu'on a vu dans le film, enfin presque, là, mais que des fois, on va avoir une armée avec une énorme scale qui ne va pas accomplir tellement plus. Est-ce que vous voyez un changement de ce côté-là? Ouais, écoute, moi, ce que je vois en Inde, c'est si tu leur passes la bonne commande, là, ils vont livrer exactement ce que tu as demandé. Et c'est super. Ils vont livrer, là, écoute, ça coche. Trompe-toi pas dans ta demande. Mais c'est un problème que j'ai, parce que moi, j'aime ça, tu sais, des idées. Fait que, je leur dis, écoutez, là, écoute, on a un problème avec notre produit. Juste donner une idée, là, dans le cas de OnMobile, on avait 44 produits, là, chaque qui sont partis, tu sais. Puis j'ai dit, écoutez, on ne peut pas supporter 44 produits, on va en supporter un, c'est celui-là, regarde, un beau produit, voici mon idée. Je me lève un matin, j'ai dit, écoute, ça serait super, tu sais, faites ça. Bien, 2 mois après, ils reviennent, puis bon, ils ont le plan, ça d'épais, tout est fait, mais c'est exactement mot pour mot ce que je leur ai demandé. Là, ils me disent, bon, mais écoute, c'est ça que tu as demandé. Oui, c'est ça que j'ai demandé, mais les validations de marché, y a-t-il la compétition, y a-t-il quelque chose, on a-tu fait des tests, les clients, nanana, tu sais, tout le reste. Bon, là, je prends l'exemple extrême, mais à ta réponse, moi, je pense que tu as raison dans le monde où il faut produire, puis que l'effort humain est là, on ne gagnera jamais contre l'Inde. Le problème, c'est que ce n'est pas ça. Le problème, je prends la même analogie sur Stingray, tu as une plateforme, tu sers tous les mêmes clients worldwide. C'est la première chose que j'ai demandé à OnMobile. Livrez-moi une plateforme où vous servez tous vos clients. Alors, une fois que tu as ta plateforme, mais là, ce n'est pas les gens que tu as besoin, c'est comment tu design ta plateforme que tu as le plus de leviers possible. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment que tu réfléchisses. Donc, c'est plus un petit groupe les petits groupes qui peuvent vraiment développer ça comme il faut, puis après ça, s'assurer qu'on livre plutôt que vraiment du manpower. Là. Oui. Mais dans le fond, comment on fait pour trouver une entreprise qui n'est pas de relève, mais qui est à vendre? Écoute, je vais te donner... bon, il y avait l'exemple du Karaoke Channel quand on l'a acheté. Le Karaoke Channel, il était en faillite. Là. Bon, c'est sûr, il fallait que tu aies la vision de voir ce que tu voulais faire avec ça, mais encore là, il y a beaucoup de gens qui manquent de vision, qui ont été tellement poussés jusqu'au bout et qui ne voient pas qu'est-ce qu'ils ont comme actif. Mais je vais prendre encore un exemple de Stingray. Quand on a acheté le Chum Satellite Service, Muzak, c'est la musique d'un restaurant, d'un chaîne comme McDonald's, d'un Walmart, personne ne voulait acheter ça. On a acheté ça 3 fois et demi l'EBITDA. On a payé ça 4 millions pour une business qui était à 1,9 million d'EBITDA qui descendait. Donc, c'est même pas 2 fois l'EBITDA. N'importe qui aurait pu acheter ça avec une balance de prix de vente, finançant à la banque avec un plan. Donc, bon, là, ça, c'est un autre qu'on a trouvé, où personne ne les voulait. Mais j'ai beaucoup de domaines où il y a des entreprises qui existent depuis longtemps. Puis, en réalité, moi, je prends un lien. Hein. Plus l'entreprise existe depuis longtemps, les chances qu'elle ne passe pas au travers des 2-3 prochaines années, là, à moins que ce soit un élément majeur, puis là, bon, c'est évidemment de faire les bonnes analyses, mais normalement, là, c'est vrai qu'ils vont avoir une décroissance, mais les gens sont tout le monde tellement pessimistes sur le fait que l'entreprise va mourir demain matin que ce 2-3 ans-là va être capable, en prenant une petite balance de prix de vente de l'entrepreneur, en prenant un prêt bancaire, parce que le prêt bancaire prend en considération la balance de prix de vente de l'entrepreneur. Hein. Donc, si la banque te prête 3 fois l'EBITDA, puis tu achètes l'entreprise à 4 fois l'EBITDA ou à 4,5 fois l'EBITDA, puis tu laisses 1 fois et demi l'EBITDA à l'entrepreneur, bien, ça ne coûte rien. Là. Si l'entrepreneur est prêt à faire ça. Donc là, c'est un pitch de vente que tu as à faire comme entrepreneur, réussir à vendre au propriétaire en base et dire, regarde, je te l'achète ton entreprise. Mais moi, c'est le conseil que je devrais donner. Ça risque de prendre plus de temps à trouver. Puis là, bon, ça, c'est la recette optimale. Ça ne veut pas dire qu'entre les deux, il ne faut pas bridger un petit peu d'argent. Puis il y a toujours moyen de trouver des gens qui peuvent t'aider là-dessus. Mais comme moi, si je repartais à zéro, je regardais vraiment toutes ces entreprises-là. Parce qu'il y en a énormément d'entreprises qui n'ont pas de succession. La majorité des gens, des fois, c'est moins au centre-ville à Montréal, peut-être en région, des très belles business. Les gens, des fois, ils ne parlent pas anglais, fait qu'ils n'ont pas vraiment eu accès au marché américain. Ou ils parlent anglais, mais ils ont eu 0 en technologie, donc ils n'ont rien fait. Là, tout est fait manuel. C'est là vraiment que tu peux créer de la valeur. Là.
Mais justement, est-ce que c'est les banques qui peuvent nous renseigner sur les entreprises qui ont pas de relève ou c'est du bouche à oreille, vous, dans le fond, c'est avec vos contacts que vous avez emmené à acheter telle compagnie? Écoute, moi, je pense que tu crées ta chance indirectement, là, dans le sens où il faut que tu travailles dans une space, il faut que tu dises des entreprises qui t'intéressent quand même. Il faut que tu aies quand même un peu de vision dans un marché. Tu peux m'acheter une business qui fait des chaises, tu dis, bon, écoute, c'est quoi je veux faire dans les chaises? Donc, il faut que ça te passionne un peu quand même. Là. Mais moi, je pense qu'il faut que tu cherches. Là. Il y en a beaucoup qui ont fait des search funds, je ne sais pas si tu connais, tu lèves de l'argent d'avance en disant un petit peu d'argent avec des investisseurs, en disant, si je trouve une business, bien, on la finance toute, puis bon... C'est un bon modèle, mais c'est un moins bon modèle dans le sens où je crois encore que si tu es capable de prendre 2 ans de leeway, pas de salaire, à juste trouver la bonne business, puis quand tu la trouves, passer un bon 6 à 9 mois à travailler gratuitement avec le propriétaire pour le convaincre de te passer l'entreprise, je pense que c'est la meilleure façon de faire, mais c'est sûr qu'il faut que tu cherches. Là. Je pense pas que ça va... Je pense pas que personne va t'appeler en disant « on a une belle business et tu sais pas quoi faire avec. » Parfait, merci beaucoup. Oh. Je voulais savoir, c'est quoi l'échec le plus profitable que vous avez eu? L'échec le plus profitable? Ouais. C'est une très bonne question, ça. J'ai eu tellement d'échecs. C'est sérieux, c'est pas une joke. J'avais une notion avant que je pensais que quand tu signais un contrat d'1 million, la business était correct. Il y avait comme un mythe, là, tu sais, si c'était ton premier contrat d'1 million, tu étais en business. Bien, tabarouette, dans la même année, on a fermé deux compagnies que j'ai eu des contrats d'1 million, puis que la croissance augmentait, puis bon, du jour au lendemain, ça a pété. Puis d'un bord, on a eu un contrat d'1 million, puis c'est le seul contrat qu'on n'a jamais eu. On n'a jamais eu deuxième de contrat. Alors j'ai arrêté de me fier à dire, est-ce qu'un contrat, petit contrat ou gros contrat, c'est sûr que le gros contrat finance les opérations, mais il faut que tu aies plusieurs contrats d'1 million sur une business, là, pas juste un contrat. L'exemple de Plexo a été en santé, ça a été pour moi un bon échec dans le sens où ça m'a vraiment démontré que quand tu as des opérations, il faut que tu t'occupes de tes opérations en premier avant d'essayer de partir quelque chose on the side. Puis ça revient à mon exemple d'acquisition. Tu peux acheter 2 sets d'opérations, tu peux te créer du problème en te faisant 2 sets d'opérations aussi. Donc, il faut faire très attention à l'innovation. Ce n'est pas parce que tu as la bonne idée du siècle qu'il faut absolument que tu la fasses au sein de cette entreprise-là non plus. Donc, ça, c'est... on a passé quand même 4-5 ans dans Plexo, c'est pas plus. Puis bon, ça a été un petit roller coaster, là. Mais tu sais, bon, ça a été une expérience intéressante. Écoute, mon plus gros... J'essaie de penser au côté bénéfique. Là. Il y a tout le temps un côté bénéfique dans les... je te dirais... Je vais te donner l'exemple en 2001, je faisais du paiement sur le cellulaire, où tu pouvais payer avec ton cellulaire. Quand j'étais chez Microcell, on avait investi des millions dans une plateforme de paiement sur le cellulaire. On avait 50 000 abonnés Fido qui payaient avec leur cellulaire pour leur carte prepaid, puis je voulais utiliser ça pour acheter des billets de hockey, puis tout ça. Et qui paye avec son cellulaire ici aujourd'hui, en 2015? Hein? Oh, écoute, j'avais posé la question une couple d'années, je pense. Puis je paye vraiment payer wallet tout. Là. Et... j'ai jamais quand j'ai laissé aller la compagnie, je dis Colin, on est en 2002, je laisse aller ça, ça n'a pas de bon sens, je vais perdre le marché, quelqu'un va prendre ma place. J'étais certain que dans 2 ans, quelqu'un prenait la place. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5, ben personne. Si j'avais continué, j'aurais mis de l'argent. En 2008, quand j'étais allé en Afrique, j'étais dans un slum à Kibera, les slums de Nairobi, là, 1,5 million de personnes qui restent dans 400 acres. Écoute, il y a un tranché pour tous les égouts dans la rue parce qu'il n'y a pas de toilettes, un taux de sida de 25 %, la tuberculose. Écoute, je te le dis, c'était l'enfer. Puis là, il y a un guichet Safaricom pour les téléphones, puis là, tout le monde qui est dans les slums a un téléphone. T'sais. Puis un téléphone, pourquoi? Pas pour parler, pour payer, parce qu'eux autres, sinon, ils se font voler. T'sais. Alors, je me dis, comment est-ce qu'eux autres peuvent payer avec leur cellulaire dans un slum où ils font $1 par jour de revenus, mais que la seule façon de garder leur pièce, c'est de la mettre dans leur cellulaire pour ne pas se la faire voler. Puis nous autres, on ne paye pas avec notre cellulaire. Mais ça revient à la même question, de dire c'est vraiment une question de vie ou de mort. T'sais. Puis je reviens à cette expérience-là parce que vraiment, j'y croyais. Puis j'étais tellement triste la journée que j'ai fait. Je suis sorti de la compagnie, je me suis dit, Colin, quelqu'un va prendre la place. Puis je suis tellement content de ne pas l'avoir fait parce que j'aurais tellement gaspillé d'argent. Avant que je réalise qu'il fallait que je prenne l'avion, aller en Afrique, puis de vendre ça au tiers-monde, là, je te dis, ça ne serait jamais arrivé. Là. J'aurais perdu je ne sais pas combien de millions avant de me rendre là. Donc,